la librairie Maupetit, les mots trouvent leur voie. Bienvenue dans le premier épisode du podcast de la librairie Maupetit. Vous allez écouter l'enregistrement d'une rencontre ayant eu lieu à la librairie le 14 mai 2025 avec l'auteur Rodolphe Christin. Laissez-vous embarquer. Bonjour à tous. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir ici à la librairie Maupetit pour parler de la maison d'édition Éco-Société et de Peut-on voyager encore de Rodolphe Christin qui est à ma droite. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la maison d'édition Éco-Société, s'il te plaît ? Oui, bonjour, enchantée. Je suis Élodie Comtois, venue de Montréal grâce à une rencontre avec les libraires du Sud et qui nous permet donc d'inviter un certain nombre d'auteurs dans différentes librairies dans la région. Et je voulais prendre le temps de vous présenter la maison d'édition parce que c'est un projet qui existe depuis plus de 30 ans, qui est parti d'un groupe de militants et militantes qui trouvaient qu'il y avait un désert éditorial pour parler de la destruction de la planète en cours. Et ils ont décidé de fonder l'Institut pour une éco-société, donc un organisme à but non lucratif, une association, qui voulait au début faire toutes sortes de conférences, publier des livres. En tout cas, ils avaient de grandes ambitions jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que publier des livres, c'était déjà beaucoup, avec l'ambition de donner des outils de changement social aux gens. Donc c'est vraiment l'ambition qu'ils et elles avaient au départ et qui nous anime toujours dans une optique au départ très à contre-courant. Et aujourd'hui, on essaye de défendre, de cultiver les savoirs et d'ouvrir les possibles, et puis de défendre le fait que cette marginalité-là ne doit plus être à la marge et doit être le courant principal. Malheureusement, on recule quand même beaucoup en ce moment sur les questions écologiques, mais reste que je pense qu'on est de plus en plus conscient de la nécessité d'agir sur les changements climatiques, sur les inégalités sociales, sur les injustices. Et puis, c'est une drôle de période pour la maison d'édition parce que un de ses fondateurs, Serge Mongeau, qui a publié énormément à Éco-Société, mais qui a été aussi éditeur, nous a quittés en fait la semaine dernière. D'ailleurs, il est l'auteur d'un de ses livres, il en a publié des vingtaines, mais un de ses livres s'appelle L'écosophie ou la sagesse de la nature. Je trouvais ça émouvant que Rodolphe vienne nous parler aujourd'hui. Vous allez voir avec cette discussion, mais il en appelle à une écosophie, et puis Serge Mongeau le faisait déjà il y a des dizaines d'années, précurseur comme il était. C'était un médecin, un éditeur, un jardinier, un militant écologiste, un homme à 1000 vies et à 1000 mouvements. Alors je ne passerai pas toute l'heure à vous parler de Serge, mais c'était important pour moi de vous partager cette nouvelle. Et puis je pense que ce projet-là, le legs des éditions Éco-Société, eh bien, il est toujours très vivant. Nous le portons toujours fortement dans nos publications. Et les écrits de Rodolphe en sont un grand exemple. Et puis je voudrais aussi remercier Rodolphe d'avoir fait la route de Grenoble à Marseille, le train en fait, et d'avoir pris le train et de venir nous parler du sillon qu'il creuse depuis tant d'années sur la critique du tourisme, de l'industrie touristique, et aussi un appel à un autre rapport au monde. Et moi aussi, j'ai souligné une petite phrase, je vais vous la partager parce que j'ai trouvé qu'elle était inspirante, parce qu'il nous dit que nous devons sauver les territoires, car seuls les territoires pourront nous sauver. Je pense que c'est une grande leçon, et il nous apprend aussi à être locaphile, non, c'est pas celui-là. Topophile. Ah, je l'ai raté, mon Dieu. À la fin de la discussion, on va tous être topophiles, je vous jure. Mais voilà. Donc, soyons topophiles, et je vous laisse la parole pour la discussion. Merci. Avec plaisir. Du coup, cette rencontre est dans le cadre des rencontres en amour du Québec, des libraires du Sud. J'ai oublié de le préciser. Alors, tu es sociologue, fréquemment sollicité à propos des questions et des enjeux autour du voyage et du tourisme. Tu as écrit de nombreux livres sur le sujet, dont ce dernier, Peut-on voyager encore ? Est-ce que tu penses qu'on peut résumer cet ouvrage avec la citation « Les voyages de demain seront des voyages de retour. Désormais, l'ailleurs est partout et la vraie vie est ici. » Eh bien, je crois qu'on a tout dit.
Oui, disons que... Alors, je suis sociologue, mais il faut aussi préciser que je suis sociologue indépendant, au sens où je ne fais pas partie d'une université. Je pense que si j'avais fait partie d'une université, écrire ce genre d'ouvrage aurait été plus compliqué pour moi, ou en tout cas aurait contribué sans doute à me marginaliser beaucoup dans l'institution. Alors aujourd'hui, il se trouve que les universités m'invitent parfois pour intervenir, notamment les facs de géographie, parce qu'ils considèrent que je suis représentatif de quelque chose d'intéressant pour eux. Mais les facs de sociologie, paradoxalement, m'invitent très peu, voire quasiment jamais. Voilà. Bon, c'est un petit point de détail. Effectivement, j'ai fait une thèse de sociologie sur l'imaginaire du voyage. C'était dans les années 90. Et ce faisant, j'ai forcément rencontré l'imaginaire touristique, puisque le tourisme est une des formes par excellence que prend le voyage dans nos sociétés contemporaines, sachant que l'humanité a toujours voyagé, mais les motifs ont varié au cours de l'histoire, et les formes de ces voyages et les moyens de ces voyages ont changé. Et je me suis aperçu que le tourisme était une industrie qui avait une particularité, c'était d'être quasiment jamais critiqué. Alors, on critiquait beaucoup les touristes, étant un peu l'autre, un peu méprisé au regard de celui ou de celle qui se veut voyageur, explorateur et tout ça. Mais en même temps, comme d'une certaine manière, dès qu'on voyage pour le plaisir, on est touriste, on l'est tous ici, moi y compris, je ne me mets pas du tout en dehors ou au-dessus. La question de cette industrie était relativement indemne de toute critique, alors que le monde industriel a été assez critique, socialiste, anarchiste, communiste, qui se sont attelés à faire une critique sociale du monde industriel, mais le tourisme, très peu, et il était quasiment pendant des décennies impensable de critiquer le tourisme. Pour les milieux un peu libéraux, le tourisme, c'était la richesse économique qui allait sauver le monde et délivrer les pauvres de leur pauvreté. Et pour les personnes plus progressistes, on va dire, c'était la découverte, l'exploration, l'apprentissage d'autres cultures, sans voir aussi que le tourisme, c'est une forme de standardisation du réel, sur laquelle on reviendra peut-être. Donc là, moi, je suis parti, je peux tenir 1h30, donc il faut peut-être m'interrompre. Donc oui, les voyages de retour, pourquoi ? Parce que je crois qu'au lieu de nous éloigner du monde, de chercher à nous éloigner du monde et d'aller toujours plus loin sur des territoires de plus en plus éloignés, la mode, c'est d'aller sur le lieu qui n'est pas encore touristique. Et comme dès lors qu'un lieu n'est pas encore touristique, beaucoup de gens sont attirés par ce lieu-là, il le devient paradoxalement. C'est une forme de fatalité économique. Je crois qu'il faut retourner au quotidien, au réel dans lequel on vit, pour essayer de lui trouver une forme de poésie. Et que cette poésie-là, elle est aussi dans l'expérience intime du voyage. Justement, du coup, tu disais que le tourisme était peu critiqué et donc pas neutre. Est-ce que c'est un outil d'expansion du capitalisme ? Est-ce qu'on peut parler de néocolonialisme par l'uniformisation des territoires et des cultures ? Alors oui, le tourisme est une extension du capitalisme qui est contemporain de la révolution industrielle, d'une pratique bourgeoise du déplacement d'agrément qui ensuite, alors je vais vous faire l'histoire, mais avec les congés payés, la lutte pour l'émancipation, l'accès au temps libre, et bien très vite ce temps libre n'est pas resté libre bien longtemps parce qu'il a fallu l'occuper, et le tourisme est devenu l'activité privilégiée pour occuper ce temps libre, si bien qu'aujourd'hui, lorsque vous dites au travail je pars en vacances, la première question qu'on vous pose c'est où est-ce que tu vas ? Et quand vous revenez au travail, la première question qu'on vous pose, c'est où est-ce que tu es allé ? Et si vous dites que vous êtes resté chez vous, la conversation en règle générale ne dure pas trop longtemps. Et est-ce qu'elle est une forme de colonialisme ? Oui, sans doute, mais c'est bien souvent un colonialisme volontaire, dans le sens où les territoires, les sociétés veulent développer le tourisme. Elles ont l'impression, aujourd'hui, il n'y a pas une politique publique qui fait l'impasse dans les logiques de développement, les stratégies de développement territorial. Il n'y a pas une politique publique qui fait l'impasse sur le développement touristique. Alors, même si on commence à s'en mordre un peu les doigts parce qu'on se rend compte que les excès touristiques sont devenus tels
qu'aujourd'hui, sur les lieux qui sont très touristifiés, il devient parfois difficile d'habiter. Ces lieux-là deviennent paradoxalement, c'est encore un paradoxe, un peu inhospitaliers, y compris pour les habitants, avec des logiques parfois de conflit entre visite et visité. Donc il y a une forme de colonisation, mais qui bien souvent est souhaitée. En tout cas, qu'il l'a été pendant longtemps. Du coup, vous parlez de ces habitants qui se retrouvent dans un endroit inhospitalier, invivable, pour vous citer. Du coup, face à cette invivabilité, je ne sais pas comment dire, vous parlez de la recherche d'un refuge proche du naturel et du non-humain. Quelles sont les actions possibles pour protéger le peu de refuges qui restent hors du consumérisme? Et est-ce qu'on peut sauver ceux qui ont déjà été assaillis par le capitalisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Vaste question. Alors, pour revenir un peu sur ma réflexion, vous avez tous en mémoire l'expérience de la pandémie qu'on a vécue il y a quelques années. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pendant cette pandémie, mais qui n'a pas eu de suite vraiment concrète, notamment de suite politique concrète. C'est qu'un confinement a été déclaré. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement? Tous ceux qui en avaient les moyens se sont enfuis de là où ils habitaient la plupart du temps. Si bien que ça peut nous poser des questions, ça voudrait dire que les lieux dans lesquels on vit quotidiennement, dès lors qu'on a l'obligation d'y rester, d'y demeurer, ça devient insupportable, puisqu'il semblerait que l'idée soit de les quitter le plus rapidement possible pour aller bien souvent dans des espaces qui sont des espaces liés au tourisme, parce que parfois les gens sont allés là où ils avaient une résidence secondaire, là où ils allaient passer des vacances. Et bien souvent, ils sont allés se mettre au vert, c'est-à-dire ils sont allés dans les lieux où il y avait de la nature. Si bien qu'on peut en déduire que ces refuges-là sont des refuges qui existent encore, heureusement, mais qui se définissent en relation de contradiction avec les lieux où on vit habituellement. Et ces lieux où on vit habituellement, ce sont souvent des milieux urbains, urbanisés. Et je lisais récemment un auteur, un géographe, qui disait que tout l'enjeu, ce n'était pas d'urbaniser les lieux ruraux, justement de ne pas atténuer ce caractère de refuge, mais c'était peut-être de ruraliser les villes. Et ça, je trouve ça, c'est une idée assez intéressante pour qu'on ait peut-être des refuges aussi à proximité de chez soi et qu'on ait même peut-être qu'on s'émancipe un peu de cette obligation d'aller chercher ailleurs des lieux où on puisse vivre entre parenthèses, le temps de nos vacances, par exemple. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des formes de voyage éthiques qu'on pourrait faire aujourd'hui, ou est-ce que ce n'est que dans ce futur dont on va parler après par rapport à l'écosophie, l'écologie poétique, etc. Alors, la question des voyages éthiques, elle est un peu piégée parce qu'il existe déjà des voyages éthiques. Il y a tout un pan, un secteur du tourisme qui est le tourisme solidaire, le tourisme durable. Bien souvent, ce sont des termes qui enveloppent des différentes pratiques touristiques qui ne sont pas toujours très, très clairement définies. Mais la question de l'éthique, elle est d'une certaine manière utilisée pour rendre l'économie un peu plus vertueuse. Et le tourisme n'y échappe pas depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vous allez dans des hôtels qui ressemblent à des hôtels tout à fait ordinaires et qui vous disent ce sont des éco-hôtels parce que vous avez des consignes qui vous expliquent comment avoir un comportement écologique. Les déchets sont triés. On vous invite à ne pas utiliser toutes les serviettes qui sont à votre disposition, mais à utiliser qu'une ou deux serviettes. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que le tourisme éthique existe déjà. Le seul problème, c'est le problème de l'addition, c'est-à-dire que les tourismes ne se remplacent pas les uns les autres, ils s'additionnent, ils s'ajoutent les uns aux autres. C'est-à-dire que le tourisme éthique cohabite très bien avec le tourisme balnéaire, qui va cohabiter très bien avec le tourisme, l'agrotourisme. Il existe plein de formes de tourisme différentes, chacune bien souvent assez pratique, de loisirs. Il y a la marche, le vélo, le jet ski, plein de différents moyens sont mobilisables. Et les territoires aussi sont divers. Et du coup, chaque territoire a ses pratiques touristiques. Et cette accumulation de différents segments dans le secteur touristique permet d'aller à peu près partout. C'est-à-dire qu'aucun espace n'échappe au tourisme.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que le tourisme éthique ne remplace pas le tourisme de masse, qui est bien souvent le tourisme qu'on cible comme le mauvais tourisme. Et on peut très bien un jour aller faire du jet ski et puis le lendemain aller faire du VTT dans la nature, donc avoir cumulé dans une pratique individuelle des modes de découverte doux avec des modes de découverte beaucoup plus durs, si on peut dire, pour l'environnement. Et du coup, afin de réinventer ce rapport au monde, vous parlez d'agir ou de non-agir à la source. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie concrètement ? La préoccupation écologique est très difficile à tenir dans un monde finalement partout éloigné de l'écologie. C'est-à-dire que le monde industriel ou post-industriel dans lequel on vit produit des foules d'objets qui sont aussitôt presque des foules de déchets. Il n'y a pas une de nos pratiques qui est complètement vertueuse. Ça, c'est vieux comme depuis l'aube de l'humanité, hein, dès lors que certains disent que, par exemple, l'agriculture, c'est la première action où l'homme a commencé à altérer et même parfois à détériorer son environnement. Et certains voient même dans le fait d'avoir, grâce à l'agriculture, la capacité de faire du stock, c'est-à-dire de cumuler, les débuts de l'esprit capitaliste. Parce qu'avant, une société de chasseurs-cueilleurs, et ça a souvent étonné les ethnologues hein, qui voyageaient dans ces pays, par exemple chez les Inuits, qui sont soumis à des conditions de vie très, très rudes. Lorsqu'ils avaient à la chasse un animal, et ben, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Hop, tout le groupe mangeait cet animal sans forcément chercher à le conserver et à le stocker dans un endroit pour les périodes de disette. Et souvent on se disait mais c'est pas logique, en fait il ferait mieux de stocker, de le fumer la viande, de la stocker à différents endroits. Alors il le faisait, mais il le faisait à toute petite échelle. Et en fait, c'est que la question de l'accumulation du stock pour des consommations ultérieures, voire pour vendre les excédents, parce que c'est aussi ça, dans le stock. Une fois que vous avez du stock, vous avez consommé la consommation du groupe, et puisque vous ne consommez pas directement, vous allez le revendre. Et bien, certains peuples n'ont jamais été intéressés par cette logique-là. Donc j'ai perdu le fil de votre question, mais je vais peut-être le retrouver. C'était à propos du non-agir, agir à la source. Je vous demandais une explication. Donc, toutes nos activités ont des effets délétères sur l'environnement. Et qu'est-ce qui se produit ? Il se produit que nous multiplions les normes qui vont orienter notre pratique, nous interdire de faire ceci ou de faire cela. On parlait à midi des fameuses zones à faible émission dans les villes qui commencent à se mettre en place dans les villes et qui commencent à faire grand bruit, avec beaucoup de contestations. Pourtant, le motif est légitime, c'est de désengorger les villes d'une part et de les dépolluer, c'est-à-dire d'avoir moins d'avoir des atmosphères un peu plus saines. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les véhicules polluants qui continuent d'être produits ne peuvent plus rentrer en ville. Et bien souvent, pour avoir les moyens d'avoir des véhicules électriques, il faut avoir les moyens financiers pour cela. Donc les populations les plus pauvres n'ont plus accès à la ville. Donc se cognent à des normes qui finalement contribuent à disqualifier une partie de la population. Et cette normalisation dans laquelle on rentre, moi, me semble problématique. J'en prends une liée à notre préoccupation, le tourisme. Par exemple, qu'on décide d'établir des quotas pour accéder à un espace, à un lieu, moi, ça me pose problème, parce que ça veut dire qu'on commence à réduire l'accès à l'espace public. Que ce soit une mesure exceptionnelle d'urgence écologique, parce qu'un lieu est vraiment malmené, maltraité par les visiteurs, pourquoi pas ? Mais c'est en train de devenir une règle courante de gestion des flux et de gestion de l'accès aux espaces qui, moi, me pose problème en termes de démocratie d'usage de l'espace public, tout simplement. Parce que ça veut dire bien souvent qu'il faut s'y prendre à l'avance pour pouvoir planifier sa visite. S'y prendre à l'avance, ça veut dire avoir une projection quant à ses vacances suffisamment à l'avance aussi. Ça veut dire que ça suppose quand même d'avoir du coup un emploi assez sécure, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
En fait, on ne se rend pas compte, mais toutes ces normes tendent à éloigner une certaine partie de la population de l'espace public. Et moi, ça me pose problème. Donc je pense qu'on pourrait... alors, je donne souvent cet exemple. Je vais le donner. Par exemple, on a des limitations de vitesse qui nous interdisent de rouler à plus de 130 km/h et on continue à avoir tout un imaginaire de la voiture qui fonctionne sur la puissance, la performance. Et on a des véhicules de plus en plus puissants, de plus en plus lourds et qui circulent sur nos routes. Donc qu'est-ce qui se passe? On met des radars, on met des gendarmes et donc on a une politique de répression, exactement. Alors qu'il suffirait, alors quand je dis ça, évidemment, il y a des gens qui bondissent au plafond, il suffirait de ne plus produire ces véhicules qu'on ne veut pas sur nos routes, par exemple. Moi, ça me paraît une logique de bon sens. Alors je sais, j'imagine bien que c'est compliqué parce que toute l'industrie automobile ne sera pas d'accord avec moi, mais en tout cas, on pourrait au moins émettre ce genre d'idées-là. Or, je l'entends quasiment jamais, et pourtant, ça me paraîtrait... Donc c'est pareil, Laurent Castagnède, qui est un auteur d'éco-société, qui a beaucoup écrit sur l'avion, dit si on veut limiter le nombre de... Je trouve ça une idée assez intéressante, même si ça suppose des conditions dont on parlera tout à l'heure peut-être. Il faudrait, pour limiter les gaz à effet de serre produits par l'aviation, il faudrait simplement limiter le nombre d'avions à circulation. Alors, je dis simplement, en fait, c'est assez compliqué. Mais c'est une idée qui me paraît assez pleine de bon sens. C'est-à-dire, si on se dit, à l'échelle d'une coalition de pays, nous allons prendre le problème de l'aviation à bras-le-corps, puisque le développement de l'aviation est un gros producteur de gaz à effet de serre. C'est en lien aussi avec le développement du tourisme. On n'est pas hors sujet. Effectivement, on pourrait envisager de dire, eh bien, on limite le nombre d'avions en circulation, comme ça on va limiter forcément, mécaniquement, le volume d'émissions de gaz à effet de serre. Alors là, c'est pareil, si vous dites ça à des agents, à des opérateurs touristiques, ils vous disent, ou des avionneurs, c'est encore pire, ils vous disent que c'est impossible, mais agir à la source, pour moi, ça serait ça, c'est-à-dire arrêter de produire les biens ou les services dont on sait qu'ils sont toxiques. Et on commence à en avoir un certain nombre dont on est sûr qu'ils sont toxiques et qu'on continue à produire. Alors, ça concerne éventuellement le tourisme, mais ça concerne l'alimentation, ça concerne le transport, ça concerne plein de choses dont on sait qu'ils sont dommageables pour notre santé et pour la santé de la planète. Sauf que les logiques industrielles font qu'elles continuent à être produites. Moi, je pense qu'on pourrait tout à fait poser ça dans le débat public de manière pertinente. Ça pourrait d'ailleurs permettre peut-être de redynamiser un peu les conversations politiques et le programme de certains partis, parce que ça me paraîtrait des mesures de bon sens. Du coup, on n'en a pas encore parlé, mais j'en ai parlé un petit peu. Vous avez, dans votre livre, parlé des concepts d'écosophie et d'écologie poétique. C'est des concepts qui sont un peu flous, comme ça. Est-ce que vous pouvez nous les redéfinir, s'il vous plaît? Mais ils sont flous, mais c'est intéressant qu'ils sont flous, parce que quand une forme est ouverte, chacun peut aussi projeter ce qu'il imagine, ce qu'il envisage. Et le fait que ça ne soit pas toujours très bien défini, ça peut permettre aussi de rêver à partir d'un concept. Dans l'écosophie, donc Serge Mongeau en a parlé. Il y a aussi un penseur norvégien qui s'appelle Arne Næss, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui en a beaucoup parlé aussi, et qui serait la dimension à la fois philosophique, sensible de l'écologie. Parce qu'on parle beaucoup d'écologie scientifique, qui consiste à faire du diagnostic d'écosystèmes et puis à faire de la comptabilité et à mesurer et à évaluer ce qui va bien ou ce qui va moins bien dans un écosystème. Il y a l'écologie politique, qui est la manière de gérer la vie sociale, la vie publique de la manière la plus harmonieuse possible en tenant compte de l'environnement, de cette collectivité. Il me semble qu'il manque quelque chose, c'est une écologie poétique. Et pourquoi le tourisme nous amène à réfléchir à ça? Parce que bien souvent, dans les pratiques qu'on mène lorsqu'on est en vacances, il y a souvent des pratiques qui nous mettent en relation avec la nature, l'environnement, des pratiques de nature. Et les milieux naturels communiquent beaucoup et font leur promotion touristique bien souvent en mettant en avant une relation privilégiée avec
avec un environnement préservé, un capital naturel. Et l'écosophie, ça serait d'essayer de retrouver dans nos vies quotidiennes cette relation privilégiée, cette relation intime avec l'environnement, qu'aujourd'hui, de par nos modes de vie, nous n'avons quasiment plus, sauf peut-être les paysans, les marins, qui encore continuent à avoir une relation quotidienne avec son environnement. On vit bien souvent entre un appartement, un bureau. Alors parfois dans les pratiques urbaines, comme la pratique du vélo, de la marche, avec les espaces verts qui arrivent un peu quand même à revenir en ville, on commence à avoir une expérience sensible de ces parcours-là. C'est un peu l'avantage de ces moyens de locomotion. Mais sinon, ça devient résiduel, ça devient rare, ça devient marginal. Et je pense que notre rapport à l'environnement, qui est un rapport essentiellement utilitariste, où on fonctionne dans des espaces qui sont très fonctionnels, c'est-à-dire que vous avez les lieux où vous travaillez, les lieux où vous êtes en vacances, où vous vous reposez, où vous vous ressourcez, les lieux que vous empruntez pour vous déplacer, hein, les routes, les autoroutes, les rues. Et en fait, tout ça est très compartimenté. Et ça, c'est une logique du capitalisme, parce que c'est une logique d'organisation de l'espace, d'efficacité aussi, d'une certaine manière, même s'il y a une efficacité et une contre-efficacité, c'est-à-dire que quand tout le monde prend l'autoroute, l'autoroute est bloquée, et du coup, la fonction initiale, qui est de fluidifier la circulation, se retourne. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Eh bien, cette particularité de l'espace fonctionnel fait que nous vivons dans des lieux qui sont tout sauf poétiques. Et je reviens à la période du confinement. Justement, ceux qui sont restés dans les villes se sont retrouvés tout d'un coup dans des espaces silencieux, avec des retours d'animaux parfois qui se sont remanifestés dans certains lieux, et qui ont contribué à une forme d'émerveillement et de redécouverte de nos espaces quotidiens. Et du coup, là, on a eu un accès, mais marginal, ponctuel, une réémergence de cette poétique dans l'espace sensible de notre quotidien. Et l'écosophie, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais qu'est-ce qu'on en fait presque à la fois intimement, mais aussi politiquement, c'est-à-dire comment on pourrait favoriser ça. Et je reviens à l'idée que tout à l'heure de ruraliser les villes, c'est-à-dire que peut-être qu'au lieu d'apprendre à nos enfants, à nos élèves, à nos étudiants la manière de se servir de plein d'écrans, d'ordinateurs, de smartphones, de logiciels, on pourrait aussi, ou à la place, je ne sais pas, leur apprendre ce que c'est qu'une agriculture urbaine, par exemple. On pourrait très bien imaginer des villes où, à la place de certains projets immobiliers, on aurait des projets agroécologiques d'occupation de l'espace par du verre, même du verre productif, mais du verre où on pourrait produire des légumes de qualité dans des milieux un peu plus sains, quoi. Voilà, ce sont des idées, bien sûr, elles sont aujourd'hui, je ne vous dirais pas qu'elles seront mises en place demain, mais ce sont des choses qui... Et je pense que l'expérience touristique dévoile des manques, d'expérience. Je reviens à la notion d'expérience, ça me paraît existentiel, que l'on devrait pouvoir trouver ici. Tout ça étant, toujours je reviens à pour agir à la source, c'est-à-dire de désamorcer ce désir touristique qui nous fait aller trouver ailleurs des moyens de compensation. Je dis souvent que le tourisme est une industrie de la consolation. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver ici des choses qu'on va chercher aujourd'hui ailleurs. Alors quand je dis on va chercher ailleurs, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ceux qui ont les moyens de partir en vacances sont les milieux les plus favorisés quand même, hein, puisque on sait que 80% des cadres partent en vacances contre seulement 46% des ouvriers, donc il y a quand même une inégalité dans l'accès au départ en vacances. Du coup, dans cette idée de renoncement au voyage que vous posez sur le titre du livre pose un peu une idée de renoncement au voyage. Qu'est-ce qu'on peut vivre à la place? Vous posez la question, que peut-on vivre à la place du voyage dans le livre? Est-ce que la littérature et l'art sont des solutions envisageables?
Oui, la littérature, c'est important. Et d'ailleurs, souvent, le désir de voyage naît aussi dans la littérature. Parce que si je me suis intéressé à la question du voyage, c'est que j'ai été un gros dévorateur de récits de voyage, d'auteurs qui m'ont donné envie moi-même de partir, mais aussi de récits d'ethnologues qui m'ont d'ailleurs amené à étudier les sciences humaines. Donc ça peut remplacer le voyage, mais ça peut aussi pousser à aller voir. Même si aujourd'hui les récits de voyage ont été largement remplacés dans leur capacité de suggestion par les réseaux sociaux et leur capacité à démultiplier les images de beaux paysages auprès de populations encore plus nombreuses, et ce qui d'ailleurs contribue à une forme de déraison touristique. J'ai perdu le fil de la question. Oui, pourquoi j'ai tiqué sur le terme de renoncement ? Je ne pense pas qu'il faille forcément renoncer. Il faudrait simplement... dans l'idée de renoncement, il y a quelque chose d'un peu souffrant, quoi. Il y a une espèce de souffrance. Mais je pense que le travail politique autour de cette question-là, qui serait de rendre nos univers quotidiens un peu plus vivables, ne rendrait pas ce renoncement trop douloureux. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on risque d'entrer, si on ne fait rien, dans un monde d'interdiction. C'est-à-dire que d'ailleurs, certains, comme Jean-Marc Jancovici, commencent à exprimer l'idée, et ça fait beaucoup parler, parce que les médias s'en sont emparés, de dire dans une vie, on devrait autoriser seulement 4 voyages utilisant l'avion, avec une priorité sur les périodes de jeunesse, pour que les jeunes puissent quand même partir. Moi, ça me... Alors, je comprends qu'on puisse en arriver là, mais ça veut dire qu'on rentre dans un modèle. Comment est-ce qu'on va mesurer pour chacun d'entre nous qu'on est bien à 4 voyages ? Ça veut dire qu'on va être assez tracé de manière assez finement dans nos pratiques. Alors, on sait qu'avec nos cartes bancaires, on peut tracer ce qu'on achète. On le sait bien, il y a des algorithmes qui nous suivent. Mais ça veut dire qu'on entre dans un modèle à la chinoise, quoi. C'est-à-dire qu'on planifie pour chaque... Comment ? D'écologie liberticide. D'écologie liberticide, et puis d'écologie planifiée avec quand même un côté totalitaire. Or, ma fibre, on va dire, anarchiste, a du mal à se familiariser avec cette idée-là. Mais moi, je suis en lien avec des universitaires et des gens qui ont une approche un peu technique de la question du changement climatique et qui vous disent que de toute façon, si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Ça, c'est un vrai sujet, quoi. Alors, soit on est capable d'agir à la source pour éliminer ce qui est dommageable, et pour ne plus avoir à se poser la question de le pratiquer ou pas, soit on continue, et c'est ça le paradoxe, on continue à produire des industries, des technologies qui sont dévastatrices pour la planète, mais pas que pour la planète, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de planète, il y a des gens qui habitent cette planète, donc elles sont aussi dévastatrices pour les gens qui vivent. Donc si on arrive dans un monde où chacun est tracé à ce point-là, je pense que ça sera... un grave problème de nature politique, quoi. Et c'est la fin de cette rencontre. Nous vous remercions pour votre écoute. Pour aller plus loin, nous vous proposons de découvrir L'écosophie ou la sagesse de la nature de Serge Monjean, ou bien Dévorer le monde de Aude Vidal, ou encore Faut-il voyager pour être heureux, aux éditions Le Bord de l'eau, à retrouver au rayon Sciences humaines de notre librairie. C'était Maupetit Podcast. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, vous pouvez découvrir nos prochains événements sur notre site internet maupetitlibraire.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux et newsletters. À bientôt!